de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. À présent, l'Atlas stratégique de l'hégémonie au déclin de l'Occident, un livre que nous propose Hervé Akam en guise de virgule littéraire. Bonsoir et bienvenue Hervé Akam. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à Salmon, bonsoir à toute la famille Royal FM, bonsoir aussi aux auditeurs qui nous écoutent religieusement les mercredis. Bonsoir à tout le monde. D'abord, pourquoi ce choix pour ce jour? Alors, pourquoi ce choix? Vous savez, il y a bien longtemps, depuis pratiquement des dizaines d'années, qu'on parle un peu de déclin de l'Occident. C'est vrai qu'il y a d'autres qui avaient déjà parlé, plein d'auteurs là, qui avaient déjà parlé du déclin de l'Occident. Et malheureusement, il n'y avait pas cette opportunité, effectivement, qui se présente aujourd'hui avec ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre d'Ukraine, et puis l'émergence un peu des BRICS, oui, sur la scène internationale. Alors, donc, je crois que c'est ça. On parlait beaucoup, vous savez, on aime bien anticiper, mais les éléments sur lesquels on pouvait s'appuyer étaient des éléments purement intuitifs, pas des événements basés un peu sur l'analyse, au point que, en certains moments, les gens se sont lassés un peu de lire un peu ce qui prévoyait déjà, par exemple, la chute des États-Unis. Et il y avait des gens qui, quand la chute ne venait pas, les gens disaient l'Amérique a toujours été pareil. Chaque fois, quand il y a un petit problème, il se relève par le chômage, par d'autres inventions, etc. Or, en ce moment, on a l'impression qu'effectivement, il y a vraiment un véritable déclin de l'Occident. Parce que quand on regarde un peu depuis le XVIe siècle, l'esclavage, l'invention, enfin ce qu'on appelait les Lumières, tout ce on a pu inventer à l'époque là pour arriver à la révolution industrielle. Effectivement, l'Occident était sûr de son fait, parce qu'il dominait un peu le monde. Et déjà, on voyait comment la colonisation s'est passée. La religion aussi a suivi, l'expansion militaire, etc. Donc, je crois que c'est un peu pendant les 500 ans, là, pratiquement depuis 1545, oui, on voit effectivement que les choses commencent à changer. 500 ans après, alors il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a un cycle. C'est-à-dire, après 500 ans, on voit toujours d'autres émerger, comme on a vu aussi, bien entendu, l'Empire byzantin aussi commencer son expansion en certains moments et s'écrouler. On a vu Rome, pareil aussi, commencer. Enfin, la plupart des empires, même l'Empire grec, vous savez, les Grecs à l'époque, qu'est-ce qui se passait? C'est que, comme ils avaient des petites cités, là, Minoën, Troie, etc. Alors, donc, ils étaient obligés de créer des alliances, demander à la Crète de créer ce qu'on appelait la Ligue de Délos, une sorte d'alliance militaire pour protéger effectivement les plus petits. Ça, on a vu avec la répétition. Vous savez, le monde, c'est comme ça. On a l'impression qu'il y a toujours du nouveau, mais en réalité, c'est toujours l'ancien. On fait du neuf avec du vieux. Oui. Alors, donc, c'est pratiquement la même chose aujourd'hui avec l'Amérique. Un cycle arrive à son terme et il recommence. Et on recommence. Voilà. Oui. Alors, en réalité, c'est le cycle. Alors, Gérard Chaland nous apprend que l'Occident, du moins l'hégémonie de l'Occident, est en déclin. Mais comment est-ce qu'il articule sa réflexion? Alors, vous savez, moi, ce que j'ai aimé un peu, parce que on n'est pas dans la géopolitique, même si c'est un géographe et qui travaille beaucoup sur la géopolitique, on est dans ce qu'on appelle la géographie politique, c'est-à-dire à travers des cartes. Il montre un peu comment l'Occident décline, oui, et puis il s'appuie un peu sur des statistiques, sur la production. Parce que par exemple, quand il prend l'exemple à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand effectivement les États-Unis deviennent la puissance indispensable, comme on dit. Alors, les États-Unis
disons, autour de 20% de la population mondiale et produisent 60% des richesses. Oui. Alors, ouais, c'était vraiment, ça veut dire que ce pays est en train d'émerger, raison pour laquelle, quand on a vu avec le plan Marshall, comment ils ont pu aider les autres pays qui sortaient exsangues de la guerre. Donc, je crois que en un certain moment, ces pays, effectivement, ce pays surtout en particulier, a commencé aussi à partir d'il y a 15 ans, a commencé aussi à péricliter, où on a vu effectivement que la population a complètement diminué. Ils sont pratiquement l'Europe, ce qu'on appelle l'Occident, aujourd'hui c'est pratiquement 10%, contre combien, du point de vue de la richesse mondiale, autour de 37, c'est-à-dire au-dessus de 50, 37% de la richesse mondiale. Donc c'est très peu. Or, les BRICS, quand on regarde un peu l'émergence des BRICS, aujourd'hui, c'est pratiquement 25% de la population mondiale contre 50% de la richesse mondiale aussi. Donc, du point de vue de la plus-value, du point de vue de la production même, en tout, les BRICS sont en tête. Oui. Et le deuxième élément qu'il faut voir, vous savez, moi j'avais un ami, on a fait Sciences Po ensemble, c'est Emmanuel Todd. Qui a un très bon livre, ça s'appelait La Chute finale, quand il parlait un peu comment l'URSS, l'Union soviétique, est complètement tombée. Alors, c'est lui qui a inventé ce terme-là, c'est-à-dire ces concepts-là, qui s'appuient un peu sur la démographie, en disant, mais attention, chaque fois que vous faites un enfant, au bout de 30 ans, vous n'aurez même plus des gens qui vont travailler dans des entreprises. Vous n'aurez plus rien. Et qu'est-ce que ça va ramener? Vous aurez des gens qui sont vieux à 60 ans, qu'on sera obligés... Qui sont plus capables de produire. Qui sont plus capables de produire. Voilà, c'est donc le problème de la démographie qui se pose. Et c'est lui qui a inventé cette affaire de chute finale, et c'est lui qui l'avait prédit avant tout le monde, en disant, attention, l'Union soviétique est en train de s'écouler, parce qu'en Russie, en Union soviétique, on ne fait plus d'enfants. Effectivement, on a vu comment la Russie s'est écoulée, parce que la démographie ne tenait plus. Et là, il reprend pratiquement ce que Todd disait, en disant, on vous avait prévenu que chaque fois que la démographie baisse, effectivement, le pays tombe. Raison pour laquelle l'Afrique tient beaucoup en ce moment, du fait, effectivement, qu'on a une très bonne démographie, même si Macron, prétendait que c'est à cause de la démographie qu'il y a le sous-développement, c'est plutôt le contraire, parce que tous ces pays-là, qui ont eu une démographie assez correcte, importante, c'est en réalité des bras pour le travail. Pour le travail. Une ressource humaine considérable qui peut effectivement permettre... Regardez un peu l'Inde aujourd'hui. L'Inde, c'est le pays le plus peuplé. Aujourd'hui, on dit que c'est l'Inde qui entraîne le monde entier dans les nouvelles croissances. Parce qu'ils sont pratiquement 1,5 milliard. Et d'où leur vient ces possibilités, cette niche de croissance, si effectivement l'Inde était comme la Chine qui recule, parce que la Chine, avec sa politique de un enfant, malheureusement ça n'a pas vraiment marché, d'où effectivement l'Inde a en train de rattraper un peu la Chine sur ce point. Et donc, vous voyez, c'est ça, quand Charlie en fait un peu ses ans d'études sur la démographie, qui baisse et qui monte, notamment la baisse de la natalité, par exemple aux États-Unis, on constate qu'il y a beaucoup plus d'ici 2020, depuis 2030, 2050, le Nigeria aura plus de population que les États-Unis. Oui. Et là, il faut faire quelque chose pour cette natalité qui commence à baisser dans ces pays-là. Sinon, ce sera la chute finale. Et donc, je crois que quand il s'appuie sur cette démographie-là, et que revient cette carte, parce qu'il la montre très bien de quel côté va le développement. Et là, ce n'est plus dans l'Asie-Pacifique. C'est d'où la géographie politique, pas la géopolitique. Ça, c'est, je crois, la géographie politique. Voilà, bien entendu, parce que c'est les routes du développement. Et ces routes de développement se trouvent dans l'Indo-Pacifique aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous partez, par exemple, de l'Éthiopie aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous voulez aller en Chine, nous qui sommes ici au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On serait d'abord en Éthiopie. Donc l'Éthiopie, l'Égypte se trouvent sur cette route de développement. D'où effectivement ils ont été récupérés par les BRICS, parce qu'effectivement les zones de prospérité se trouvent sur cette route, plus dans l'Asie-Pacifique. C'est-à-dire ce qu'on a appelé les Philippines, etc. Ouais. Donc, et c'est pourquoi, vous voyez, beaucoup de pays se battent aujourd'hui, effectivement, pour être sur cette ligne-là. Oui. Parce que c'est les zones de prospérité de demain. Alors, dans ce basculement stratégique, l'Afrique a bien sa carte à jouer. Comment se positionner, vers quel levier s'appuyer pour être sûr
que peut-être après l'Inde, ce sera le tour de l'Afrique. Bien entendu, c'est ce qu'on espère tous. On a une bonne natalité. Malheureusement, il y a beaucoup de guerres en Afrique qui est un frein au développement. On le voit à travers même l'Éthiopie, dont on disait que c'était... Vous savez, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Hein. Les Italiens se sont cassés la gueule en Éthiopie à haut doigt. Quand ce pays a commencé à revendiquer un peu son indépendance, ils se sont cassés la gueule. Donc moi, je pensais honnêtement que l'Éthiopie allait, effectivement, ce serait un peu le train qui allait nous amener vers des croissances et nous, on allait suivre. Bon, c'est vrai que quand même, quand on regarde un peu leur développement aujourd'hui, par rapport à l'époque de Mengistu, du marxiste-léniniste, ça ne marchait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'Éthiopie marche. Donc, c'est le train qu'il faut prendre. C'est vrai aussi qu'on a une très bonne démographie, ce qu'on appelle un peu démographie démesurée. C'est-à-dire qu'on pense que d'ici 2050, on sera plus nombreux que les Européens. C'est-à-dire on sera dans les, disons, à tout casser 2 milliards 500 millions d'habitants. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une locomotive. Parce que quand vous avez une bonne démographie, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il est tout à fait normal que la production suive, à condition, bien entendu, que les gouvernants prennent conscience que les jeunes, il faut des travaux, des productions innovantes. Il faut des services, comme vous voyez en Inde, par exemple. Et comme on le voit dans la Turquie aussi qui est un pays en émergence, avec ce qu'on appelait les zones exclusives économiques, sur la route, effectivement, du pétrole et du gaz. Parce que c'est grâce à cette production, effectivement, qu'on peut avoir des entreprises, on peut avoir de la bonne production pour tout ce le fer, les voitures, etc. Donc, il faut effectivement que nous qui avons les matières premières, pension à les transformer sur place. Il faut les transformer sur place, bien entendu. Donc, développer l'ingénieria, aller en Turquie par exemple, où effectivement ce pays qui commence à émerger là aussi, où on peut aller nous faire former. Et à mon avis, je crois que... Et ramener l'expertise. Et ramener l'expertise. Donc en réalité, il y a une forte démographie, certes, mais il faut une bonne formation pour... peut-être les jeunes, la population nombreuse. Bien entendu, d'autant plus que vous avez aussi ces affaires de corruption aussi, qui encrainent un peu la vie sociale en Afrique. Et donc je crois que c'est ça, éviter les guerres, éviter se battre aussi pour lutter contre la corruption, qui est à mon avis un fléau qui gangrène un peu nos économies et puis qui entraîne souvent des coups d'État qu'on voit un peu partout, etc. Et donc je crois que c'est... Donc cette instabilité finalement ne joue pas en faveur de l'Afrique. C'est ces gouvernements qu'on déconstruit. Oui, mais là, à mon avis, je crois que c'est là il faut s'en prendre aux élites. Depuis longtemps, on a toujours ces élites-là sous revendication du peuple. Or, c'est le moment de changer de paradigme. Parce que si l'Afrique ne change pas de paradigme, parce qu'on a du fait qu'on a les BRICS, à mon avis, ce sera le chaos. Il n'y aura plus rien à espérer de l'Afrique. Alors, ça c'est pour ce qui est du livre du jour, mais la semaine prochaine, on se retrouve. Cette fois-là, pour parler de sécurité sociale. Oui, bien entendu, voilà, c'est la question avec les problèmes, la taxation des pensionnés. Moi, je crois que c'était une bêtise pour le ministre des Finances d'avoir lancé cette réforme. Aller chercher dans les pensions un peu d'impôts. Oui, je crois que c'était une faute politique. Le ministre des Finances, à mon avis, c'était une faute politique de sa part, de taxer un peu les pensionnés. Et donc, on va travailler sur cette question parce que moi, j'ai souvent, quand j'étais à Paris, j'ai beaucoup travaillé dans le Parti communiste sur ces problèmes de taxation. On entre en profondeur la semaine prochaine. Merci, Hervé Akam. Merci.